Donc, je suis très fier d'avoir été sélectionné par le parti pour modérer cet événement et en plus de pouvoir encore une fois travailler avec ma collègue Julie. Donc, j'espère que on va répondre dans le fond à vos questions. On va soumettre vos questions aux candidats et leur donner la chance d'y répondre pour vous donner une idée de justement comment ils s'enlignent sur les enjeux qui sont importants pour les membres. Et sur ça, je vais passer la parole à Julie pour la reconnaissance des terres du territoire autochtone. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Chad, pour ton introduction. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Je suis vraiment, vraiment impressionnée par la qualité des candidats. Je suis vraiment honorée de modérer le débat ce soir. Et donc, j'en profite pour prendre quelques minutes. Je vous parle d'Oka au Québec, en territoire Kanien'kehá:ka. Donc, c'est bon à toutes mes amis et mes amis autochtones Mohawks qui sont d'ici d'Oka ou bien de la grande région de Montréal. On démarre. Donc, en introduction, on va vous laisser 1 minute chacun pour vous présenter et ensuite, on va démarrer la période de questions. J'ai pensé qu'on pourrait commencer en ordre alphabétique. Donc, par pur hasard, c'est Judy Green qui pourrait avoir l'honneur d'ouvrir la marche ce soir avec son introduction. À vous la parole, Judy. Merci beaucoup. J'habite à Mi'kma'ki, le territoire traditionnel et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je m'appelle Judy Green et j'ai dirigé le Parti vert vers un avenir uni, brillant et durable. Je prends des cours de français et je travaille pour améliorer mon niveau. Il faut dire que je suis une Canadienne anglophone qui est passée la plupart de sa vie dans les contextes où la langue française n'est pas très présentée. En tant que leader, mon rôle consistait à partager clairement la vision collective de nos membres. Ma mission, le Parti vert, aura le statut officiel ici de 4 ans et le statut d'opposition officiel dans les 4 ans qui suivent. Nous aurons doublé le nombre de membres et 50 000. Nous continuerons d'être un parti démocratique populaire profondément ancré dans l'activisme. Le Canada a besoin que nous soyons audacieux et efficaces. Les grands progressifs ne sont plus suffisants car la crise climatique est imminente. Merci. Merci beaucoup, Judy. Eh bien, je vais passer maintenant la parole. Mais Courtney Howard n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Elle a été appelée en urgence, mais je pense qu'elle avait un message à transmettre. Chad, tu as ce message? Oui. Donc, de la part de Courtney Howard, excusez-moi, je ne vais pas vous varier. Donc, Dr. Courtney Howard a été appelée à la salle d'urgence de Yellowknife aujourd'hui. Elle ne pourra pas participer à l'événement tel que prévu. Il a été impossible de sortir de cette responsabilité. Les urgentologues ne courent pas les rues du territoire du Nord-Ouest. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nos autres événements de campagne, notamment notre école du changement à vos marques Santé planétaire. Tous les jeudis de 7 à 9 heures, heure de l'Est de Montréal. Merci, Chad, de la part de Mme Courtney Howard. Je vais continuer. En fait, j'ai mon ordre alphabétique n'est pas exact, mais je continue avec Myriam Haddad. À vous la parole, Myriam. Bonjour à tous, je suis à Tiohtià:ke, Montréal, en territoire Mohawk non cédé. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment hâte qu'il y ait un premier débat en français. Et puis, écoutez, j'ai 32 ans, je me suis établie à Montréal avec ma famille en 93, quand on a émigré de la Syrie. Puis, je suis une fière québécoise et une francophone avant tout. Être en politique, ça n'a jamais été prévu pour moi. J'ai travaillé pendant les 7 dernières années comme avocate en immigration spécialisée en droit du refuge.
Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en automne dernier, Ralph Shane, le président de l'aile québécoise du parti, m'a encouragée à devenir candidate lors des dernières élections fédérales. Puis j'ai décidé de me présenter à la chefferie du Parti vert du Canada pour plusieurs raisons, notamment parce que je veux gagner pour les Verts, car on est les seuls en mesure de donner une chance de survie à ma génération et aux prochaines. Et aussi, il est primordial que le prochain leader du parti soit bilingue. Le potentiel qu'on a de faire élire des députés autant au Québec que dans le nord du Nouveau-Brunswick, par exemple, passe par avoir un ou une chef qui maîtrise à la perfection la langue de Molière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Donc, on continue avec Glenn Murray. Merci, Julie. Bonsoir tout le monde. Français, ce n'est pas ma langue maternelle. J'ai bien occupé des postes de direction partout le Canada dans les secteurs privés et publics. J'ai toujours été fier que je suis québécois. J'ai grandi au Québec, j'ai fait mes études universitaires au Québec. J'ai milité dans le mouvement étudiant. Je suis élu président de l'association étudiant universitaire. Et je suis sur le comité exécutif de l'Association nationale des étudiantes du Québec. Je suis bien impliqué dans les politiques de 7 ans. J'ai été un des organisateurs d'une grève provinciale réussie pour mettre fin de l'augmentation des frais scolaires des étudiants. J'ai été organisé pour le mouvement municipal, le Rassemblement des citoyens de Montréal. Pour moi, c'est très important parce que Montréal, c'est un grand projet très innovatif et j'ai étudié des affaires urbaines, de planification urbaine à l'Université Concordia. À 7 ans, je suis un jeune homme gay et je suis dans une position de leadership dans beaucoup des mouvements pour gagner les droits, l'égalité pour des personnes gays et lesbiennes. Et je suis beaucoup d'expérience. Je suis le maire de la ville de Winnipeg. Je suis le chef de l'Association des maires de grandes villes du Canada. Je suis un ancien ministre dans le gouvernement de l'Ontario. Et je travaille avec le gouvernement de Québec, avec mon homologue David Hurtel, pour créer un marché de carbone qui est un des plus grands projets pour réduire les gaz à effet de serre. Merci, Julie. Merci, Chad. Merci. Si je peux juste prendre un petit moment pour faire un rappel d'essayer de rester dans les délais d'1 minute pour qu'on puisse justement rentrer le plus de questions possible. Merci. Merci, Chad. Comme Mme Howard vient de se joindre à nous, je vais continuer avec la liste, puis peut-être qu'à la fin, je vais vous donner 1 minute pour pouvoir adresser. Chad a adressé votre message, mais je vous permettrai peut-être de l'adresser vous-même, là, comme vous êtes présente. Donc, je vais continuer avec Amita Kotner. À vous, Amita. Merci et bonjour à tous. Je parle avec vous ce soir de la territoire non cédé de la Première Nation Sliamo, qui est sur l'île Lasqueti, au Colombie-Britannique. Je suis titulaire d'un doctorat en astrophysique et aussi ancien porte-parole en sciences et innovation pour le parti. Je vous présente une vision pour le parti qui est une vision collective, car déjà, je représente les gens qui m'ont demandé d'entrer la course et aussi mon équipe. Notre vision est fondée sur 3 éléments principaux, la justice, la crédibilité et la préparation. Nous avons encore besoin de lutter pour l'équité et en ce moment, la science est la plus importante que jamais. Et comme parti et comme pays, nous devrions être prêts pour les crises et les opportunités de notre avenir. Merci. Merci, Anita. On poursuit avec Dimitri Lascaris. À vous, Dimitri. Votre son. Ouvrez le son. Pardon, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Je suis avocat, activiste et journaliste. J'ai été éduqué en Ontario, mais je réside présentement à Montréal. En tant qu'avocat, je me suis spécialisé dans les recours collectifs. Avec une équipe juridique que j'ai constituée, j'ai récupéré 500 millions de dollars auprès des grandes entreprises et des grandes banques. Grâce à mes victoires juridiques contre les malfaiteurs, j'ai été nommé par le journal Canadian Lawyer en 2012 comme l'un des 25 avocats les plus influents au Canada. Je suis franchement éco-socialiste.
Je pense que nous ne pouvons pas séparer la protection de la planète de la justice sociale, de la paix ou de la démocratie. C'est pourquoi je propose une plateforme audacieuse pour mettre fin à la pauvreté, à l'extrême richesse. C'est pourquoi j'appelle à une réforme profonde du système judiciaire. C'est pourquoi je défends avec passion les droits des travailleurs. Nous vivons un moment d'une transformation immense et sans précédent. Depuis 2011, on nous parle de la vague orange au Québec en poursuivant une plateforme courageuse qui inspire les Québécois. Nous pouvons et nous vivrons une vague verte dans cette belle province. Merci. Merci, Dimitri. On continue avec David Murner. Bonjour, David. Merci beaucoup, Julie. Bonjour tout le monde. Je vous parviens de la Colombie-Britannique, la ville de Saanich, qui est dans le territoire traditionnel des Esquimalt, Wisanik, Sauk, Songhees et Sequim, Premières Nations. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai 4 choses à vous offrir. D'abord, je suis prêt dès aujourd'hui à faire campagne dans nos 2 langues officielles, sur le terrain, cogner aux portes, dans les débats des chefs. C'est ça ce que je vous offre, un candidat qui est parfaitement bilingue dès aujourd'hui. Deuxièmement, je suis capable de gagner mon siège ici en Colombie-Britannique. Nous sommes venus deuxième, mais un deuxième très proche. Et ce que je propose, c'est que si nous n'avons pas un leader qui est capable de gagner son siège, nous avons un problème. Troisièmement, je suis une personne qui a fait campagne partout au Canada, des provinces atlantiques jusqu'en Colombie-Britannique. J'ai beaucoup d'expérience sur le terrain et beaucoup d'expérience en bâtissant des organisations politiques. C'est ça ce que j'offre. Dernièrement, j'ai un bon esprit d'écoute. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec le monde et unifier le monde. Et c'est ça ce qu'on a besoin, d'après moi, dans le prochain leader du Parti vert. J'ai hâte pour vos questions. Merci beaucoup pour tous les organisateurs qui se sont organisés pour nous amener ensemble ce soir. Merci, David. On passe à Andrew West. À vous la parole, Andrew. Bonsoir. Je fais appel à un traducteur pour m'aider à répondre aux questions ce soir. Je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre le français quand j'étais enfant. J'ai commencé à le parler l'année dernière. Je sais combien la langue française est importante. Je serai bilingue, mais j'ai besoin de temps. Par contre, nous perdons du temps pour aider notre environnement. C'est parce que nous avons besoin d'un leader pour aller au Parlement canadien. Je sais que je suis le candidat à la direction du parti pour lequel les Canadiens voteront lors d'une élection générale. Merci. Merci, Andrew. Bel effort. Yeah. Je passe la parole pour terminer à Courtney Howard, qui n'a pas eu l'occasion de nous adresser ses mots. Non, on va terminer aussi avec Anami. Je vais passer la parole à Courtney et on va clore avec Anami. Donc, Courtney. Bonjour, merci. Merci de m'avoir même un peu en retard. C'était une journée assez avec beaucoup de choses à faire dans la salle d'urgence ici à Yellowknife. Alors, je suis ici à Yellowknife, c'est les territoires du chef Draghis. Et je suis une urgentologue et une spécialiste dans les effets des changements climatiques sur la santé. Alors, j'ai eu des rôles au niveau national, au niveau international avec l'Organisation mondiale de la santé. J'ai fait de la recherche dans les incendies et j'ai fait beaucoup de travail à l'intersection de les études et la politique. Alors, j'ai entré dans la course à la chefferie parce qu'on voit qu'on est à un moment où les crises se multiplient. L'humanité est confrontée non seulement maintenant à une pandémie causée par un virus qui est passé de l'animal à l'homme, mais aussi à la nécessité de faire face à ses retombées économiques et aux perturbations liées au climat et à la biodiversité. Je pense que la santé, c'est la chose que les gens vraiment
veulent maintenant. Et on peut désigner un programme pour vraiment avoir un focus sur une économie basée sur la santé et faire toutes les politiques qui sont liées à ça. Alors, j'ai vraiment hâte de travailler avec le parti d'un océan à l'autre pour prendre vie avec cette politique durant la prochaine année. Merci. Merci beaucoup, Courtney. Donc, on conclut ce premier tour de table avec Anami Paul. À vous la parole, Anami. Merci, Julie, et merci beaucoup pour l'accueil ce soir. Je vous adresse des territoires non cédés des Mississauga, Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. Je suis avocate, je suis professionnelle dans les affaires internationales. Je suis l'ancienne porte-parole pour les affaires internationales dans notre cabinet Fantôme et aussi ancienne candidate dans les élections de 2019 ici à Toronto. Bon, mes valeurs sont basées dans les valeurs surtout de ma mère et ma grand-mère. Je suis une Canadienne de première génération. Les valeurs sont des valeurs de communauté, de collaboration et de se soigner l'un de l'autre. Et c'est ça que j'apporte à notre course pour la chefferie. Le Parti vert a un rôle très important à jouer dans les prochains mois et années pendant notre récupération de la pandémie et aussi dans notre transition vers une économie verte. C'est notre devoir de faire de notre mieux de nous préparer. Et on va le faire si on soit le parti le plus divers, le plus démocratique et le plus audacieux au Canada. C'est notre vision de notre campagne et j'ai hâte de le discuter avec nos participants ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous aussi d'avoir respecté votre temps de parole. C'est très apprécié. On va avoir plus de temps, comme disait Chad, pour adresser un maximum de questions. D'entrée de jeu, je vais commencer avec la première question. Après, Chad et moi, on va alterner. Mais je pense qu'on est au point où on faut attaquer le vif du sujet. La question est revenue, bon, à peu près de toutes les façons, mais je prends celle ici qui a été soumise par Alec Ware du Québec dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, mais une question qui a pris toutes sortes de formes. Que comptez-vous faire pour rendre le parti plus bilingue? Parlons du français. On est ici dans notre premier débat en français. Attaquons le sujet. Comment allez-vous aborder cette question du bilinguisme au sein du parti? Je vais changer l'ordre. J'y vais en ouverture avec Dimitri Lascaris pour commencer. Donc, comment on va amener le Parti vert vers un parti bilingue? Oui, ça c'est un problème qui dure chez nous depuis longtemps. Le parti n'a pas assez défendu la langue française qui fait partie de la fondation de notre nation, du Canada. Je crois que ce n'est pas un problème qui est difficile à résoudre. Ce qu'il faut faire, c'est consacrer des ressources humaines à ce projet-là. Surtout, moi, je voudrais désigner une personne, le directeur ou la directrice de la francophonie du parti, dont la responsabilité exclusive serait de surveiller toute communication émise par le parti pour nous assurer que nous communiquions avec tous les Canadiens, pas juste les Québécois, mais tous les Canadiens dans les deux langues parfaitement. C'est une question juste de la volonté politique. Nous avons les moyens de préserver de défendre notre culture bilingue chez nous. Mais j'avoue que nous n'avons pas fait assez pour protéger la langue française chez nous. Merci beaucoup, Dimitri. Je vais continuer avec Myriam Haddad, s'il te plaît. Myriam, à toi de répondre. Donc, il y a des positions clés où il est primordial d'avoir quelqu'un de bilingue, comme les membres de l'administration, le président du parti, le ou la chef, les conseillers du Conseil fédéral représentant des provinces franco ou bilingues. Les médias sociaux doivent être forts dans les deux langues. Le site Internet doit être solide dans les deux langues. La Constitution et les règlements doivent être traduits adéquatement. Il y a même des erreurs de traduction de l'anglais au français. Et puis, donc, la place du français au sein du Parti vert doit être aussi importante que celle de l'anglais.
Et tant et aussi longtemps que ce ne sera pas compris par l'ensemble des membres et des gens en position d'autorité, le Parti vert du Canada ne va aller nulle part. Ils ne vont pas être capables d'avoir une vague verte tant et aussi longtemps que le français est... désolé, mais il faut le dire, c'était pitoyable lors de la dernière élection et il faut que ça change. Merci beaucoup, Myriam. On continue avec Glenn Murray. Je passe la parole, Glenn. Oui, le français est essentiel dans notre parti et ne pas à la place qui lui revenant dans le passé. Je pense que c'est très important à reconnaître les relations et les positions qui est unique pour la province de Québec, qui est reconnue comme une nation, qui veut des pouvoirs qui est unique à Québec, qui n'existe pas dans les autres provinces. Et je pense que c'est très important que nous avons une discussion dans notre parti pour comment est-ce que le Parti vert reconnu dans son fonction la position unique du Québec. Quand je suis la maire de Winnipeg, j'ai lancé tous les services dans les villes en français. La ville est officiellement bilingue. Nous créons un arrondissement, c'est l'arrondissement de Riel, c'est l'ancien quartier de Saint-Vitel, Saint-Norbert et Saint-Boniface. Il offre des services en français, c'est la première langue, c'est la langue de travail dans ce quartier de la ville. Et il y a des commissions scolaires et une université francophone à Manitoba qui n'existe pas à l'Ontario. Je pense que c'est très important pour le Parti vert du Canada à lutter pour les droits de toutes les minorités de Québec, mais à reconnaître la position unique dans Québec. Je suis d'accord avec Dimitri qui a créé une position, quelqu'un qui est responsable pour avancer la langue et la culture française francophone dans notre parti et qui est responsable pour les relations avec Québec. Merci. Merci beaucoup, Glenn. Je continue avec Judy Green. À vous la parole, Judy. Merci. Oui, français est essentiel. Le parti et ses membres engagent en der bilinguisme. Je voudrais également que le parti crée des occasions pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de prendre et de pratiquer le français. Peut-être pourrions-nous créer un espace de sécurité avec des discussions vidéo en français. Cette affaire pourrait être menée par des bénévoles. Merci. Merci beaucoup, Judy. Je continue avec Courtney Howard. À vous, Madame Howard. Merci. Et c'est quelque chose à propos de laquelle on a beaucoup discuté chez l'Association canadienne des médecins pour l'environnement pendant l'année passée. C'est une organisation là où j'ai fonctionné comme présidente pendant les dernières 3 années. Et ce qu'on a décidé, c'est vraiment qu'il nous fallait un chef au Québec qui pouvait vraiment nous diriger à propos de les politiques qui sont vraiment spécialisées et particulières au Québec. Et aussi qui nous poussait souvent à être très 100% à être consistant, à avoir les réseaux sociaux en français. Tous les reportages sont maintenant aussi en français. Et on a vraiment vu les bénéfices énormes de ça. On est sur la radio, la télé, comme au moins 3 fois plus qu'avant. On a vraiment un grand impact dans la province. Alors, je pense que vraiment, on nous sent tellement mieux maintenant qu'on fait un meilleur job de ça parce qu'on a toujours beaucoup apprécié nos amis au Québec. Et maintenant, on leur donne la position que vraiment on devrait leur donner et aussi ça a vraiment augmenté notre impact. Alors je pense que les choses comme ça, le Parti vert, et c'est vraiment ce que Dimitri et les autres ont dit, sont super importants et vont avoir beaucoup de bénéfices. Merci beaucoup, Courtney. On continue avec Andrew West. Andrew. So this is an issue that's very important to me, and I know that might sound odd given the fact that I'm using a translator this evening.
Ici, Cam Wakefield, je suis le traducteur pour Andrew West. Andrew dit que cette question est très importante pour Andrew, même s'il n'a pas maîtrisé le français encore. But I'm learning French because I know how important it is, and I know how important it is for the Green Party to have a strong French presence. Andrew est en train d'apprendre le français parce qu'il reconnaît l'importance de la langue au sein du Parti vert. So I'm an example that we can show to francophones across Canada that the Green Party is making an effort, much like I am. Andrew sert comme exemple pour les francophones partout au Canada que le Parti vert fait un effort pour apprendre le français et inclure les francophones dans son parti. As leader, while I'm continuing to strengthen my French, I would ensure that we have a very strong deputy leader who can communicate well to francophones. En tant que chef du parti, Andrew a assuré qu'il y aurait un chef député qui serait très fort en français pour avancer cet agenda. And finally, when needed, I would be sure to hire more French staffers and provide more training for existing staffers to learn French. Andrew envisionne engager encore des gens dans le bureau et des bénévoles francophones pour avancer la présence du français dans le Parti vert. Merci beaucoup, Andrew. Merci. Je passe la parole à Anna Paul. Allez-y. Merci beaucoup, Julie. Et oui, il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup de travail important à faire pour assurer que le Parti vert soit vraiment bilingue, surtout au sein du Parti vert. Et oui, nous avons plusieurs personnes touchées sur ce thème. Alors, je vais dire que c'est un problème systémique. Alors, nous aurions besoin des solutions systémiques aussi. J'aimerais bien voir le Conseil apporter des solutions et un programme à notre... Bon, je ne sais pas si ça serait sur place, sur l'île de Prince-Édouard, mais surtout à notre prochaine convention. J'aimerais bien avoir des propositions concrètes sur ce thème. Je sais que ce n'est pas facile, mais même dans notre campagne, nous avons une équipe francophone. Nous faisons de notre mieux d'être une campagne bilingue. Je voulais juste peut-être noter qu'il y a des barrières très importantes à l'accès à l'éducation, soit en français pour les anglophones, soit en anglais pour les francophones, surtout pour les immigrants, surtout pour les Canadiens provenant des autres pays. Et je n'aimerais pas que notre quête pour le bilinguisme parfait soit une barrière à la participation de ces gens. Finalement, je vais peut-être noter que nous avons des autres langues très importantes. Nous avons des autres nations qui sont des Premières Nations ici avec leur propre langue. Et j'aimerais bien voir le Parti vert aussi à trouver des moyens d'inclure ces langues dans nos communications aussi. Merci. Merci beaucoup, Anami. On continue avec Anita. À toi la parole. Merci beaucoup. Je pense pour être un parti vraiment professionnel, au niveau fédéral, c'est nécessaire, absolument nécessaire, d'être entièrement bilingue. Et pas seulement publiquement, mais dans tout ce que nous faisons à l'interne aussi. En tant que porte-parole, j'ai fait beaucoup de travail supplémentaire parce que le parti n'avait pas la capacité de fonctionner en français. C'est un grand problème. Donc, pour moi, c'est très important pour que tout que nous faisons est bilingue, complètement bilingue. Et je suis d'accord avec Myriam ici. Ça commence partout dans notre parti, dans toutes les positions et aussi avec nos communications. Merci. Merci beaucoup, Anita. On termine ce deuxième tour de table avec David. À toi la parole. Merci, Julie. Je pense que ça commence par le leader. Il faut un leader qui est complètement bilingue, qui donne l'exemple. Mais je suis aussi d'accord avec ce que Anami a dit. C'est un problème systémique, donc ça prend une solution systémique. Il faut aller plus loin que juste la traduction. Ça prend une culture francophone et anglophone égale dans notre parti.
Ça prend un bureau fort à Montréal avec le personnel requis pour assurer qu'on est compétitif au Québec. Ça prend une campagne de publicité et une organisation qui est fondée sur le principe de l'égalité. On m'a demandé, quand j'étais jeune avocat, de participer au comité de service en français de la ville d'Ottawa. Ça, c'est un bon système où tout est basé sur le bilinguisme. Même chose au fédéral, j'étais avocat au fédéral, au ministère de la Justice et au bureau du Conseil privé, et c'était pris pour acquis que tout devait se faire dans les 2 langues officielles. Et comme leader, c'est ce que je ferai moi-même. Je me battrai pour ce principe et aussi pour la réalité sur le terrain tous les jours. Merci. Merci beaucoup, David. Chad, je vais te passer la prochaine question et peut-être on pourrait clarifier aussi les droits de réplique. Oui, je vais me tourner vers Vicky pour les droits de réplique. Je pense que, dans le fond, ce que j'avais compris, c'est que si jamais il y avait le besoin, si jamais un élu, un candidat se faisait interpeller, vous aviez, dans le fond, un droit de réplique. Dans tous les cas, on demande quand même de rester dans les délais, de pas éterniser votre réponse pour pouvoir rentrer le plus de questions possible, mais vous avez la permission, si jamais vous êtes interpellé, de justement avoir une réplique. Oui, Donc, exactement. Si vous voulez, désolé, si vous voulez répondre à ce qu'un autre candidat a dit, allez-y, levez la main. Parfait. Donc, pour continuer, je vais entamer avec une autre question d'actualité. Celle-ci provient de Jency Mercier. Donc, de nos jours, il y a une discussion qui a été entamée sur le profilage racial et le racisme systémique en général dans notre corps policier et dans nos systèmes plus généraux de politique. Quelles sont les solutions que vous envisagez pour justement attaquer ces enjeux réels et vécus? Alors, on va commencer avec Myriam Haddad. Bon, je vais parler directement de la GRC parce que c'est de compétence fédérale. Il faut vraiment faire le définancement de cette institution et la réattribution des fonds dans les communautés affectées par le racisme systémique et la violence coloniale. C'est là vraiment la seule solution. Il n'est pas possible de réformer un corps policier qui a été créé pour s'en prendre aux gens qui subissent le racisme systémique. Et c'est vraiment la meilleure façon de réduire la criminalité et la criminalisation. Il faut s'attaquer au fondement de celle-ci en réinvestissant dans les communautés. Personnellement, moi, je suis pour l'abolition de la police et des prisons. Et c'est quelque chose qui va prendre... c'est un projet social qui est communautaire, qui se construit sur le long terme. On ne peut pas démolir toutes les prisons et les institutions policières du jour au lendemain, surtout qu'elles sont tout le temps utilisées à outrance comme solution à n'importe quel problème de la société. Ça va prendre des efforts et du temps pour que ça puisse arriver. Et le mouvement de l'abolition doit être vu comme un mouvement qui se construit sur le long terme, un peu comme le mouvement pour la justice climatique. Et l'objectif, c'est vraiment de redistribuer les dépenses du gouvernement des corps de police, prison, vers les services qui vont diminuer les inégalités qui sont génératrices de la criminalité. Et imaginez de quoi aurait l'air d'un Canada s'il y avait des milliards de dollars supplémentaires à dépenser sur des logements abordables, de la nourriture abordable, la santé, les médicaments, de l'éducation gratuite pour tous. Merci beaucoup, Myriam. La prochaine question, la même question pour M. Glenn Murray. You're on mute. Excusez-moi. Le racisme et les discriminations sont vécues par pratiquement tous les Canadiens non blancs, non hétérosexuels, mais c'est tu par les Noirs et les Autochtones. En tant que maire et ministre, j'ai vu le racisme systématique et individuel miner la crédibilité de toutes nos institutions, la police, les tribunaux et les prisons, les services à l'enfance et la famille, l'éducation et soins de santé et autres. Quand je suis dans un événement
je travaille dans les rues de Winnipeg avec des personnes pauvres, des personnes impliquées dans les rues. Et mon fils, qui s'appelle Michael, avait une crise de santé et c'est très difficile pour-il accéder des services de santé et des services qui sont essentiels pour sa vie. Mais il est toujours arresté par la police, mis en prison. Et je pense que nous n'avons pas un système. C'est très facile dans notre société pour quelqu'un arrêté et mettre en prison, qui a des services. C'est très difficile pour quelqu'un accéder des services de santé pour des crises personnelles comme ça. Avec cette expérience, je pense que c'est très important qui nous normaliser des services, excusez-moi. Excusez-moi. En conclusion? Glenn, s'il vous plaît, quelques secondes pour conclure. OK, c'est parfait. Que tous les services de santé accessibles par des services de Medicare, comme les autres. Merci. Merci, Glenn. On va aller avec Julie Green. Merci pour la question. J'appuie de la démilitarisation de la police et le passage vers un modèle de police de proximité. On aura toujours besoin d'une force d'élite pour les crimes majeurs, mais la police de proximité doit se concentrer sur la prévention. Il fait augmenter les financements communautaires pour réduire la pauvreté, augmenter le nombre d'étudiants diplômés. Nous avons besoin de revenus minimum garanti, la dépénalisation des opioïdes et l'offre de traitements à l'eau de la prison, la création de logements et des gardiens abordables et d'autres aides sociales. Merci. Merci, Judy. On va passer à Courtney Howard. Merci. Et c'est une situation difficile. Je pense que beaucoup de gens au Canada cet été et avant se sont vraiment tenus ces concerns au cœur parce que c'est quelque chose qui nous affecte dans notre notion de nous-mêmes et de la nation. Alors, en tant que médecin urgentologue, je soigne une population majoritaire autochtone depuis plus qu'une décennie. Certainement, j'ai fait témoin à la racisme systématique dans les systèmes de santé, dans la gendarmerie. Je pense que c'est super important de au moins commencer avec une formation de sécurité et de sensibilité culturelle. On a déjà commencé à faire ça dans le système de santé. Je sais que la gendarmerie a aussi commencé, mais c'est pas là, le niveau, c'est pas là où ça doit être. Je suis tout à fait en faveur d'un système de justice restaurative afin qu'on peut faire face à les non-problèmes de surreprésentation de Premières Nations au sein du système de justice criminelle. Et aussi, quelque chose de particulier, il y a des exemples dans la gendarmerie à la Colombie-Britannique où on met une officier de police avec une infirmière de soins mentaux 24/7, tout le temps. Ils peuvent partir ensemble pour répondre aux appels qui sont plutôt psychiatriques. J'aimerais beaucoup penser que ça serait possible de totalement éliminer les polices, mais même avec les investissements sociaux. Moi, comme médecin, je sais qu'il nous faut 6 personnes au moins pour répondre si un patient est super violent. Et sans ça, les infirmières deviennent... ça peut être très violent pour eux. J'ai vu les travailleurs de santé mordus, battus. Alors, je pense qu'un système où on balance, c'est super important et je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire.
Merci beaucoup, Mme Howard. Donc, on va passer la parole à Andrew. Oui. US. Thank you. Merci. I think it's a positive step when organizations like the RCMP recognize that there is systemic racism, which is true. And as we recognize this epidemic, which appears to be happening, then we can take steps to find solutions to help create institutions that are fairer to all members of society. Alors, c'est important que la GRC reconnaisse l'existence de la discrimination parmi ses membres. Et répétez-le, please repeat the next sentence. I said, once it's acknowledged, then which appears to be the case, then we can take steps to make our institutions fairer to all members of our society. Une fois que l'existence de la discrimination est reconnue, c'est possible de rendre nos institutions plus justes dans la société. I know that our police officers can put themselves into dangerous situations and they need the resources to protect themselves. Andrew reconnaît que les policiers et policières se trouvent dans les situations dangereuses chaque jour. But one thing that's becoming clear is not every situation requires an armed police officer. Mais pourtant, c'est pas toutes les situations qui demandent les policiers, policières armés pour résoudre la situation. A great situation is what happened in Toronto a few months ago with the young woman Regis Korchinski-Parket. Un bon exemple, c'est la situation avec Mme Regis Korchinski-Parket qui a eu lieu à Toronto le mois passé. Her mother called the police because she was having some mental health issues and had a seizure. Sa mère a appelé chez la police à cause d'une attaque d'épilepsie et une question de maladie mentale. So I'm in favor of reallocation of funds for the police to have other departments that can help with different situations. Andrew envisionne un emplacement de fonds différents. So we can have officers that are trained to deal with proper situations, including mental health issues. Alors, qu'on puisse avoir les policiers et policières qui sont prêts à gérer d'autres situations qui ne demandent pas une réponse armée. Merci. Thanks. Merci. Je vais passer la parole à Anna Paul. Merci beaucoup. Et oui, bon, c'est notre système de justice criminelle et le racisme dans ce système, ça touche les communautés noires et autochtones le plus. Nous sommes le plus affectés par le racisme dans ce système. Et c'est pour ça, parmi les autres raisons, que je me sens toujours très solidaire avec les peuples autochtones. Nous sommes normalement les deux communautés les plus touchées par le racisme dans le Canada, au Canada. Alors, nous avons, dans notre campagne, nous avons parlé de tous ces enjeux, même avant les manifestations, parce que les manifestations sont très bien. Je suis très encouragée de voir les gens dans les rues, mais c'est la vie quotidienne pour moi, mes enfants, notre communauté. Wait, Andrew, you're trying to talk to me? Pardon? Yeah, I think we just had technical difficulties. You can continue. Oh, OK, ça va? Oui. Alors, oui, ça, c'est notre vie quotidienne. Et je sais de mon travail à l'international dans les pays qui sont au but d'une transition importante de la violence ou le racisme ou d'un gouvernement non démocratique vers quelque chose de mieux, que c'est très important de faire la transition entre l'opposition à la proposition. Alors, nous avons proposé et publié des propositions
pour réduire l'investissement dans les services policiers d'une manière importante, de rediriger ces fonds vers les services communautaires et sociaux, mais aussi de créer des nouveaux services où c'est nécessaire de les créer, de renforcer et de créer la surveillance de la police par les conseils communautaires. Et aussi, nous avons lancé une pétition qui maintenant a reçu presque 2000 signatures pour être introduit dans notre Parlement en septembre pour créer une base de données sur l'utilisation de force par les policiers. Alors, c'est terminé avec les discussions. Maintenant, c'est vraiment à agir. Et imagine si nous avons plus de peuples autochtones et de gens noirs dans des positions de pouvoir et de leadership pour diriger ces efforts. Thank you. Merci beaucoup, Anami. Donc, on va passer la parole à Amita. Merci. Je pense que la solution commence avec le définancement et finit avec l'abolition de la police. Et c'est parce que c'est le seul moyen d'éliminer complètement le racisme systémique et l'oppression aussi. Mais c'est un processus graduel. Nous devons rediriger les fonds vers le logement, la santé, l'éducation et les autres services sociaux. Et aussi créer des services d'intervention appropriés pour la santé mentale, les troubles communautaires et les situations violentes aussi. En même temps, nous devons nous attaquer à d'autres problèmes de la justice, comme l'inégalité de le système des prisons, la décriminalisation des crimes sans victime et aussi les causes de la criminalité. Merci. Merci, Amita. Je vais passer la parole à David Murner. Merci, Chad, et merci, Jency, pour la question. J'ai travaillé 28 ans dans le système de la justice au Canada et ici en Colombie-Britannique. Et c'est clair que nous avons un système qui est foncièrement raciste. C'est pas juste que les Autochtones et les personnes noires et les personnes de couleur sont surreprésentés dans nos prisons, mais ils sont totalement sous-représentés en termes de juges, d'avocats et d'autres professions judiciaires. Il est essentiel pour avoir un vrai changement dans notre corps policier, d'avoir un grand changement à travers notre système de la justice. Je m'y connais. Les 10 dernières années, j'ai travaillé sur la transformation de le système de justice ici en Colombie-Britannique. J'ai justement travaillé avec l'équipe que Courtney a mentionnée tantôt, l'équipe multidisciplinaire où les infirmières, les travailleurs sociaux et les policiers travaillent ensemble pour que les bonnes ressources soient amenées au bon moment. Et je pense que c'est essentiel de trouver des façons de changer de façon fondamentale le recrutement, la formation et surtout le leadership, parce qu'on ne peut pas changer une culture sans un leadership fort, clair et axé sur la transformation fondamentale. Je vais juste terminer avec la question de Jency sur le profilage. C'est un vrai problème. Il y a des solutions à l'international. Il y a certaines villes, et puis justement, la ville de Victoria est en train de débattre la question maintenant de totalement bannir le profilage pour commencer. Et je suis pour cette approche. Je pense qu'une législation directe sur ce point-là est essentielle. Merci encore, Jency. Merci, David. On a un droit de réplique de Mariam Haddad. Bon, j'aimerais juste dire que j'ai de la difficulté à comprendre, Anami, pourquoi souvent tu mentionnes les Noirs et les Autochtones. Cependant, il y a d'autres personnes de couleur qui subissent du profilage racial, par exemple les Arabes, même au niveau des prisons et comment ils se font arrêter par les policiers. Il y a beaucoup de profilage racial qui se fait, de la surveillance qui se fait aux frontières et aussi au niveau des services du SCRS. Je veux dire, ça ne doit pas être mis en opposition. Le racisme systémique ne devrait pas être mis en opposition. Et j'aimerais juste mentionner ça. Merci. Oui, bon, merci pour la question. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas mettre en opposition, mais il faut reconnaître. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une donnée de base. Bon, d'abord pour l'utilisation de force, le recours à ça les policiers, mais aussi des autres données de base qui sont vantillées par race.
parce que le racisme dans notre système de justice criminelle touche les Noirs et les Autochtones beaucoup plus que les autres communautés, et c'est juste un fait. Il faut le reconnaître, et surtout si on veut le combattre. Et ça, c'est peut-être, et c'est seulement pour ça. C'est pas qu'il n'y a pas des autres communautés avec des autres identités touchées. En fait, nous avons réclamé dans notre pétition des données sur le recours à la force dans les autres communautés aussi. Mais il y a des problèmes de racisme qui sont anti-noirs, anti-autochtones, qui sont très particuliers, surtout dans notre système de justice criminelle. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître si on veut le combattre. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Dimitri Lascaris pour le dernier commentaire sur cet enjeu. Merci, Chad. Je crois qu'il est clair qu'il y a un racisme profond de notre système de justice, entre guillemets, parce qu'un système raciste n'est pas vraiment un système de justice. Par exemple, et comme d'autres candidats ont constaté, plus que 30% des prisonniers dans nos prisons sont des autochtones, mais les autochtones constituent moins que 5% de la population. Ça, c'est une situation inadmissible, et pour cela, il faut des propositions et des solutions profondes et audacieuses. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de définancer la police. La juridiction du gouvernement fédéral est limitée. On ne peut pas définancer la police municipale, mais on peut définancer la police, la GRC et la police fédérale. Moi, je suis pour un définancement de 50%. Je suis pour le transfert de ces fonds publics aux causes du comportement criminel, parce que la police existe pour traiter les symptômes, pas les causes. C'est quoi la cause principale du comportement criminel? C'est l'injustice sociale, c'est la pauvreté, c'est la toxicomanie, c'est l'oppression. Et pour éliminer le besoin de la police, le besoin que notre société a pour une force policière, il faut traiter la cause. Alors, fondamentalement, je suis d'accord avec ma collègue Myriam, je crois et Amita. Je ne crois pas qu'on soit pour l'instant dans une situation où on peut abolir la police totalement, mais ça doit être notre but à long terme. Et je voudrais aussi un réplique, Chad. Allez-y. Alors, j'ai bien écouté mon collègue Glenn Murray sur cette question-là. Je crois que les membres du parti, ils ont le droit de savoir exactement où on est par rapport au définancement de la police. Et je n'ai pas vraiment compris s'il est pour ou contre le définancement de la police. Et je voudrais appeler Glenn de prononcer clairement là-dessus et de dire non seulement s'il est pour ou contre le définancement de la police, mais à quel point il soutient le définancement de la police. Moi, j'appelle à une réduction du financement de la police à 50%. Et je crois que les membres du parti, ils ont le droit de savoir où on est là-dessus. Monsieur Murray? Vous êtes... Non, c'est un petit peu bizarre pour moi parce que, Dimitri, par exemple, quand je suis la maire de la ville de Winnipeg, c'est un principe qu'une demi de le budget de la ville, c'est des services sociaux, des récréations, des choses, des services sociaux. À 7 ans, le budget de la police de Winnipeg, c'est environ de 17 ou 18%. Aujourd'hui, c'est 35%. Les budgets de police et des autres premiers respondeurs des services d'urgence, c'est maintenant à peu près une demi de le budget. Et les services qui sont importants pour les droits humains, pour la santé de la communauté, c'est moins de 35%. So, je suis absolument d'accord. Mais ça, c'est la tradition dans la majorité des villes canadiennes, que nous avons une balance qui tout le monde a reconnu qu'une communauté sauf une ville qui est capable du développement d'une économie forte, des quartiers sauf
C'est très important. Je suis d'accord. Mais ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une idée très radicale. Ça, c'est l'histoire, c'est la tradition de la majorité des villes canadiennes. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les candidats pour ce bel échange sur le sujet du racisme systémique. Donc, je vais relancer la parole à ma collègue Julie pour la prochaine question. Oui, puis en fait, je pense qu'on va continuer un petit peu sur le sujet. On a bien commencé. Je vous parle en tant qu'Auquoise, puis on va parler de la question autochtone, mais je veux vous entendre en termes concrets. Moi, la réconciliation, ça fait des années qu'on en entend parler, mais là, je veux vous entendre sur ce que vous allez faire concrètement pour en arriver à une réconciliation ou à une entente avec les Autochtones. Puis je fais du pouce même sur la question de Mme Lina qui parle, qui me suggère comment comptez-vous encourager la participation même des membres des Premières Nations en politique en les encourageant à voter ou à se présenter comme candidats. Car vous savez, peut-être pour les gens qui connaissent moins la situation, ici à Oka, les Autochtones ne votent pas, ils ne croient pas en notre système. Donc, comment comptez-vous les ramener à travailler ensemble et comment allez-vous aborder concrètement la question autochtone? Une fois pour toutes, je commence avec Judy Green. Judy, à vous la parole. Merci beaucoup. Étant qu'un personnel de centre colonial, je suis responsable pour le prestige de l'histoire blanche et le apprentissage de la véritable histoire du Canada. Je dois écouter les gens qui ont ces vécus afin d'apprendre. J'insiste qu'il y ait de l'eau potable dans toute la Première Nation et l'adoption de recommandations de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et de l'enquête nationale sur le thème et les filles autochtones disparues assassinées. Je suis translate to André News. We'll switch. Je suis pas certaine d'avoir compris. Je voudrais également Allez-y, André. Explorer la possibilité de bâtir une relation authentique avec les communautés qui sont sous-représentées, notamment les Premières Nations, les gens qui sont des gens de couleur. Nous ne pouvons pas arriver et dire on va corriger les choses. On doit travailler avec eux comme équipe. On doit écouter leur vécu et comprendre qu'ils ne sentent pas un sentiment de confiance après 300 ans d'oppression. Merci, Judy. Je vais vous arrêter. À El Sidcook, à Bear River, à la Première Nation Bear River. Je m'excuse, André, pour respecter le temps de chacun. Je vais passer à la personne suivante. On va y aller avec Courtney Howard. À vous, Courtney. Merci. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai discuté ce matin avec un médecin médical ici à Yellowknife parce qu'elle se remarquait que les choses sont super différentes ici de là où elle s'entraînait à Calgary. Et je pense que les choses qui sont super importantes, c'est que les Autochtones, un peu ce que David Murner a dit, c'est nécessaire qu'à tous les niveaux de pouvoir, on a les représentatifs. Alors, dans notre salle d'urgence, aujourd'hui, on avait 2 infirmières qui s'identifient comme autochtones. On a nos politiciens sont autochtones. Et vraiment, on est super, on croit que c'est super important de mettre en place les recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation. Et aussi de la Déclaration des Nations Unies pour les peuples autochtones. On a déjà commis à ça comme nation et maintenant c'est important qu'on apporte ça dans nos lois nationales officiellement. Merci beaucoup, Courtney. Je passe à Andrew. À vous la parole, Andrew. So, the Green Party has some of the best and most progressive policies with regards to Indigenous people and reconciliation.
Le Parti vert, un des meilleures politiques progressistes à propos des Premières Nations. But they can't be unrealistic solutions. Indigenous people have been promised too much and have had too many broken promises. Mais il faut être réaliste. Les gens des Premières Nations ont été promis, trop promis. We should do everything we can to make sure that we fulfill their commitments under the Truth and Reconciliation Commission and the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls recommendations. On devrait assurer qu'on fait tous sur the Murdered and Missing Women's and the Truth and Reconciliation Commission. But we also need to make sure that they have the proper infrastructure. We have to have reserves off boiled water advisories, and we can't have them receiving old brown food. En même temps, il faut assurer que les Premières Nations ont accès à la bonne nourriture et qu'ils ont la bonne eau à consommer. We have to take steps now to make sure that Indigenous reserves are inhabitable and livable. Il faut assurer que les réserves sont correctes dans lesquelles vivent et servent comme de bons domiciles. That is something concrete we can do right away, get that started right away, instead of continuing to talk and make broken promises. Thank you. C'est du progrès qu'on peut faire tout de suite sans se faire d'autres promesses qu'on va casser dans le futur. Merci beaucoup, Andrew et Cam. On passe la parole à Anami. À vous la parole. Merci beaucoup. Et oui, ça aussi, oui, ça touche encore sur les thèmes de l'autre question parce que je me sens tellement solidaire avec les peuples autochtones de ces territoires parce que moi, autant que femme qui fait partie du diaspora noire, je comprends très bien l'impact du colonialisme. Mes peuples, nous avons perdu nos langues, nos territoires, nos cultures, nos religions, nos traditions. Alors, je serai toujours solidaire d'une manière très proactive, très active avec les peuples autochtones. Quand possible, j'utilise mon voix, même pendant les manifestations contre le racisme anti-noir. J'ai utilisé la plateforme de notre campagne de parler et toucher sur les enjeux qui touchent les peuples autochtones. Mais plus important que ça, je trouve toutes les manières possibles d'amplifier les voix des peuples autochtones dans notre campagne et en général, parce que les peuples autochtones sont des leaders, ils ont besoin de personnes de parler pour eux ou d'agir pour eux. Et c'est notre responsabilité de laisser place pour le faire le plus possible. Alors, nous avons un montant de recommandations, de plans d'action. Nous n'avons pas besoin de plusieurs. Nous avons besoin de faire place pour les leaders dans ces communautés, d'agir d'une manière que non, les autres n'ont pas trouvé la façon de faire pendant toutes ces années. Alors, ça, c'est la chose la plus concrète que nous pourrions faire. Et moi, je resterai solidaire et partenaire dans ça. Juste pour dire, dans les prochains jours, ce serait le jour d'émancipation des Noirs et la termination de l'esclavage ici, dans ces territoires. Et ce serait une journée où moi et Rachel Coy, qui est une candidate dans la Colombie-Britannique, qui est une femme autochtone, nous ferons une déclaration jointe parce que de démontrer notre solidarité et de reconnaître les liens entre nos peuples. Merci. Merci beaucoup, Anami. Je passe la parole à Anita. Allez-y, Anita. Merci. Je pense pour encourager les peuples autochtones à participer dans la politique, ça commence avec décoloniser nos systèmes de gouvernement et aussi notre parti. Parce que notre parti est une organisation coloniale et aussi créer des espaces sécuritaires.
Et après ça, je pense que la décolonisation est absolument fondamentale pour aller de l'avant vers un pays juste et durable et faire face à la crise climatique. Alors, je suis d'accord avec tout le monde, mettre en œuvre tous les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, le rapport sur les femmes et les filles, les gens trans et bispirituels autochtones disparus et assassinés, et aussi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et garantir l'accès sûr aux ressources comme l'eau potable et les soins de santé. Et après ça, commencer vers une véritable relation de nation à nation, écouter et apprendre comme colonisateur. Merci. Merci beaucoup, Anita. On passe à David. À toi la parole. Merci, Julie. Cette question me tient à cœur. Comme jeune avocat encore à l'université, je suis allé sur la réserve au Canada qui a le taux de suicide le plus élevé pour travailler pour un avocat qui s'appelle Willie Littlechild. Et puis, il travaillait avec les Nations Unies sur les droits de la personne. Et c'était un travail vraiment révélateur. Dans les communautés autochtones, la première chose à faire, c'est d'écouter avec respect. Ensuite, il faut être un allié. Il faut trouver les façons d'appuyer les peuples autochtones sur le terrain. Et puis, troisièmement, il faut décoloniser, comme Amita vient de le dire. Et cette décolonisation est complexe. Ça inclut la loi sur les Indiens, qui doit être complètement transformée, sinon abolie. Mais on prend cette décision seulement après avoir écouté les chefs autochtones, les communautés autochtones et en travaillant très étroitement avec eux. Si vous allez sur mon site web, davidmurner.com, vous allez voir sous la section nouvelles, justement, samedi passé, j'étais avec le chef George Quack-Sister sur les marches de notre législature ici à Victoria, me battre avec les Autochtones de la Colombie-Britannique pour protéger nos saumons et nos orques. Et il faut être là sur le terrain avec les leaders, sinon on manque de crédibilité. Ils vont dire, on est juste là pour les élections, on est juste là pour les votes. Il faut être là tous les jours, toutes les semaines. Allez voir les photos sur davidmurner.com. J'y suis et j'ai l'intention, si je suis élu comme leader, de passer à travers le Canada en voiture électrique la première semaine que je suis élu pour aller chercher, recruter les candidats de toute la diversité canadienne, incluant les leaders autochtones pour embarquer avec nous. Merci pour la question. Merci beaucoup, David. Je passe à Dimitri. À vous la parole, Monsieur Lassiaris. Merci, Julie. C'est clair pourquoi beaucoup d'Autochtones ne votent pas. C'est parce qu'ils considèrent que notre système électoral n'est pas légitime. Ils croient que ce n'est pas légitime parce que le système politique les a trahis, les a abandonnés. Pour donner un exemple, il y a quelques semaines, un grand chef d'une communauté autochtone, Chief Alan Adam, une personne que j'ai eu le privilège de rencontrer à Fort Chipewyan il y a quelques années, a été brutalisé par un jeune officier de la GRC, un officier qui a été déjà accusé d'avoir été brutal avec un civil. Alors, pour convaincre les personnes autochtones de participer à notre système électoral, ils doivent croire que ce système-là écoute leur voix et respecte leur voix. Dans notre système judiciaire maintenant, les cours considèrent que le seul devoir des gouvernements, c'est de consulter les peuples autochtones. Il faut qu'on adopte une loi qui exige, qui oblige les gouvernements d'obtenir le consentement clair des communautés autochtones avant d'exploiter les ressources naturelles de leur terre. Il s'agit d'une question de consentement. Ce n'est pas juste une question de consultation. Et non seulement les communautés autochtones devraient avoir un veto sur ces projets-là, nous devons aussi investir dans nos communautés pour qu'ils aient accès à l'eau potable, à un logement décent, au système de santé vigoureux. Et dans ces circonstances-là, on pourrait convaincre les personnes autochtones de participer dans notre système électoral. Nous devons une dette profonde aux communautés autochtones et il est le moment pour commencer à satisfaire cette dette-là.
Merci beaucoup, Dimitri. On passe à Myriam. Allez-y, Myriam. Donc, je suis d'accord avec Amita, il faut absolument décoloniser non seulement une partie, mais le Canada en entier. Ça passe par définancer la police et réinvestir les fonds dans les communautés autochtones. En outre, dans notre plateforme, on veut mettre d'avant et établir un Green New Deal. Les peuples autochtones seront autour de la table à titre d'experts, car ils ont vécu l'apocalypse. C'est ça qui est arrivé dans l'établissement du Green New Deal aux États-Unis. Le colonialisme qui est toujours persistant et qui les empêche de prospérer, c'est l'apocalypse qu'ils ont vécu. Les changements climatiques et cette crise, c'est un apocalypse qu'on est en train de vivre. Il faut trouver aussi un moyen de rendre le système de transport collectif sécuritaire, possiblement nationaliser le système ferroviaire pour que les femmes autochtones ne se retrouvent pas dans des situations dangereuses lorsqu'elles sont en déplacement. C'est impensable qu'il y ait dans certaines communautés, il y a un manque d'accès à l'eau potable. C'est vraiment scandaleux. Vous savez, toute amélioration à notre système social concernant les services de santé mentale, un plan de médicaments qui est universel au Canada, nationaliser l'Internet et rendre l'Internet accessible à bas prix partout, même dans les communautés qui sont comme vraiment éloignées. Ça c'est des avancements concrets pour notre société, mais également pour les Autochtones et aussi pour rendre un espace sécuritaire pour le parti. Au sein de notre propre constitution, il est possible de créer des comités émanant du Conseil fédéral, justement pour encourager la participation des Autochtones au sein de notre parti. Il faut qu'ils soient représentés et il faut les soutenir et les mettre dans des positions pour qu'ils puissent gagner des sièges gagnables, en fait. Et puis qu'ils ne soient pas utilisés comme tokenized, je sais pas, le terme en français m'échappe, mais il ne faut pas qu'il soit utilisé de cette manière-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. On termine avec Glenn. Je vous demande d'être de plus en plus concis. Il nous reste très peu de temps. On veut aborder la question environnementale, c'est certain. Je sais que beaucoup de gens posent des questions. Donc, on termine cette petite ronde avec Glenn, s'il vous plaît. À vous la parole. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il y a un très grand défi avec les personnes autochtones. Nous avons besoin d'une loi. Avec la réconciliation, je pense que c'est très important qu'il y ait une loi de réparation. Quand je suis la ministre de l'Environnement et du Changement climatique à l'Ontario, je suis très engagé dans les situations à Grassy Narrows. Pendant 50 ans, le gouvernement de l'Ontario ne reprend pas une situation de pollution de mercure. Et beaucoup des enfants, des familles dans cette communauté sont malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et je créé un partenariat qui dans une trust, excusez-moi ce moment, qui dans une trust qui il y a 4-5 milliards de dollars qui donne à la Première Nation, la communauté autochtone, pour nettoyer la rivière et prendre la responsabilité pour ça. Je pense que c'est très important que nous ayons des actions très fortes qui changent les situations, que toutes les communautés aient des eaux et des énergies propres, qui avaient les mêmes droits et les mêmes conditions que les autres Canadiens. Les situations, c'est absolument épouvantable maintenant. Au nord de Manitoba, il y a la communauté de Grandville, de Garden Hill. Ils ont fermé, enlevé des poulets, ils cultivaient des végétables. Mais le gouvernement du Canada subventionnait le Kentucky Fried Chicken et peut avoir des grandes subventions de millions de dollars. Et c'est très difficile pour les communautés, des personnes autochtones qui ont engagé, qui les ont employés des entreprises locaux. C'est très difficile pour ils
compléter avec l'intervention par le gouvernement fédéral. Je pense que comme membre de Parti vert, que nous comme militer pour des changements tout de suite, parce que je pense que c'est très important qu'il y ait des changements qui changent les conditions dans toutes les communautés autochtones, aussi dans les communautés urbaines aussi. Merci. Merci beaucoup, Glenn. Chad, je te laisse la parole pour la question suivante. Merci. Donc, la question suivante provient de Francine Gendron. Et elle porte, dans le fond, sur la crise climatique et l'importance d'une relance des énergies vertes. Donc, elle aimerait savoir comment, en tant que chef, vous allez aborder justement le sujet de la transition vers l'énergie verte. Et on va commencer avec Courtney. Merci. Alors, juste la semaine passée, j'ai aidé à la publication d'un plan de traitement pour une relance en santé avec l'Association des médecins pour l'environnement canadienne. Peut-être que vous avez entendu sur la radio ou la télé. On a démontré que si le Canada respecte ses engagements climatiques pour 2030 et son objectif de zéro émission nette pour 2050, on va augmenter les emplois verts de 2110 000 en 2020 à 1,5 million de postes en plein à 2050. Et on va sauver plus que 200 000 de vies entre 2030 et 2050. Alors, on peut voir que non seulement est-ce que c'est les changements climatiques et la plus grande menace en santé mondiale du 21e siècle, mais aussi que l'action climatique a de nombreux co-bénéfices potentiels pour la santé humaine. Alors, ce qui est super intéressant à propos du Québec, c'est que l'Hydro-Québec a un centre de recherche extraordinaire sur les batteries et les voitures électriques et que vraiment, c'est pourvu d'une des plus grosses batteries en Amérique du Nord dans le fond des barrages hydroélectriques. Alors, on sait que pour décarboniser notre électricité, il faut faire beaucoup d'électricité verte et saine et que ça doit être répandu partout dans le pays. Alors, la pièce manquante, c'est une meilleure connectivité est-ouest afin que l'on puisse mettre à profit l'électricité verte du Québec et faire réaliser cela sera une priorité pour moi en tant que chef du Parti vert du Canada. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Amita. Merci beaucoup. Je pense que nous avons besoin d'une transformation très, très vite, car nous sommes déjà à l'ère des effets des changements climatiques. Alors, nous devons proposer un modèle de transition communautaire, facile à mettre en œuvre et facile à communiquer, qui est basé sur les micro-réseaux électriques et aussi en regardant la transition de la grande industrie, en soutenant les travailleurs et soutenir et grandir l'économie locale. Et je pense que c'est très important de communiquer notre vision à tout le monde et inclure tout le monde pour avancer cet concept, cette vision avec la puissance. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à quelqu'un qui a un peu moins de temps. Je vais passer à Julie, en fait. Merci beaucoup. Mission possible. Nous devons revoir les chiffres car on identifie plus de boucles de feedback climatique. C'est comme il s'arrête à brûler. Nous assistons à une augmentation de phénomènes météorologiques extrêmes. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de députés verts pour mettre fin à l'exploration du pétrole et du gaz et assurer une transition équitable vers l'énergie verte. Nous devons fixer les objectifs les plus ambitieux. Pourquoi? Lorsque
Les autres partis adopteront nos politiques et mettront de l'eau dans notre vin. Elles resteront FCC. Merci beaucoup. Merci, Julie. Je vais passer la parole à David Murray. Une transition énergétique, c'est évident. Nous avons besoin de beaucoup plus d'énergie solaire. C'est essentiel de développer l'énergie éolienne aussi. Il faut vraiment arrêter de prime abord les investissements énormes, les milliards de dollars qui sont dépensés sur l'industrie pétrolière au Canada. Le Canada a vraiment dépensé beaucoup plus que tout autre pays per capita et il faut arrêter ça d'abord. Mais il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut sauver l'énergie, comment est-ce qu'on peut réduire le besoin de consommer l'énergie. Et ça va prendre une transition dans nos façons de faire quotidiennes partout au Canada. Et il faut faire tout ça en laissant personne en arrière. Il faut faire une transition sociale aussi par le moyen d'un revenu garanti universel, une transition d'éducation pour aider les travailleurs justement à faire la transition sans perdre leur travail et en pouvant nourrir leurs enfants et puis garder un certain niveau économique dans notre société. Dernièrement, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas possible de continuer avec une économie qui met une emphase sur l'accroissement continu. Nous vivons dans une planète qui a des limites et il faut que notre économie soit changée de façon à ce que la croissance soit dans des bornes bien définies par la législation et un renforcement par le gouvernement fédéral sur nos cibles à atteindre et comment nous allons les atteindre. Je vois ça comme tout relié, le plan de transition énergétique, le plan social, le plan économique. Il faut faire les trois ensemble. Merci. David, je vais passer la parole à Myriam. Je suis d'accord avec ce que David vient juste de dire. Il est impératif que le Canada minimalise ses émissions de gaz à effet de serre, qu'il mette des quotas au niveau de la production. Ça doit être fait le plus rapidement possible. Il faut qu'on construise un Green New Deal qui met la justice sociale au cœur de cette transition énergétique. Il faut avoir du travail fédéral, des emplois verts fédéraux garantis, s'assurer que les travailleuses et travailleurs qui ont accès à un travail avec des conditions excellentes pour leur permettre de se rediriger, de rediriger leurs compétences actuelles dans l'industrie fossile vers la transition verte. Il faut aussi moderniser tous les immeubles et les infrastructures actuelles pour les rendre vertes. Il faut sortir le Canada du pétrole d'ici 2030 et investir dans un système économique qui est localisé et qui nous permette de prendre soin de la planète et de nous-mêmes. Donc. Merci beaucoup. Je me suis mis sur mute. Je vais passer la parole à Dimitri Laskarias, s'il vous plaît. Merci, Chad. Je crois que la crise climatique est devenue si grave que la grande majorité des Canadiens comprennent maintenant qu'il faut agir. Le problème, à mon avis, ce qui nous empêche d'adopter les réformes et la transformation nécessaire, c'est qu'on n'a pas encore convaincu les travailleurs du Canada qui seront protégés dans la transition. Selon une étude émise par le gouvernement d'Alberta, pas publiquement, mais récemment révélée au public, il faut au moins 200 milliards de dollars pour réparer les puits orphelins en Alberta. En exigeant aux compagnies pétrolières qui fournissent les fonds nécessaires pour réparer les puits orphelins, on peut créer dans la province d'Alberta et ailleurs dans le Canada des emplois énormes pour les Canadiens et convaincre les travailleurs qui seront protégés dans la transition. Je constate aussi que l'ancien candidat du Parti démocrate aux États-Unis, Bernie Sanders, il a adopté dans sa plateforme sur la crise du climat
l'idée d'offrir une garantie aux travailleurs dans l'industrie pétrolière de l'emploi pendant 5 ans. Moi, je suis pour cette garantie-là. Si on peut assurer les travailleurs canadiens qui seront protégés dans la transition, on pourra avoir le soutien nécessaire pour adopter des réformes profondes. Merci beaucoup. Je vais passer la parole en prochain à Andrew. Merci, Chad. First thing we need to do is stop the $6 billion in subsidies that the oil and gas industry receives each year. Premièrement, il faut arrêter les subventions au montant de 6 milliards par année à l'industrie de sable bitumineux. Liberals are showing they don't care about the environment. Le Parti libéral démontre clairement qu'il se fout de l'environnement. Since the pandemic started, depuis le début de la pandémie, the fossil fuel industry has received $16 billion from the Canadian government, whereas the green energy economy has only received $300 million. Depuis le début de la pandémie, l'industrie pétrolière a reçu 16 milliards de dollars, tandis que l'industrie de l'énergie verte a reçu 300 000 de dollars uniquement. We need to start putting money into green research and development projects. On devrait investir davantage dans les projets de recherche de l'énergie verte. We need to put money into the green energy, especially into storage for green energy. On doit investir de l'argent dans l'entreposage de l'énergie verte aussi. One of the big knocks against green energy is that it can't provide base load power. Un des gros désavantages de l'énergie verte, c'est qu'il ne fournit pas le base load power, la puissance de base load. Solar power itself is already cheaper than most forms of energy, but we need to have proper storage to provide that base load. La génération de l'énergie solaire est déjà moins chère que d'autres sources, mais il manque la capacité de garder l'énergie. We need to provide assistance and proper training to transition jobs from sectors like oil and gas into the green energy sector. On doit fournir l'éducation et la formation pour les travailleurs pour qu'ils puissent changer de l'industrie. In conclusion? Pardon? Oh, just in conclusion. Oh, in conclusion, the green energy sector is the fastest growing sector of the economy. We have an opportunity in Alberta to show them that and to help transition jobs to that new profiting sector. L'industrie de l'énergie verte est en croissance plus rapide que d'autres sources d'énergie et on a la chance de montrer, surtout aux gens de l'Alberta, que c'est le cas et l'avenir est promettant. Merci. On va aller avec Annemie. Merci, Chad. J'ai noté parmi les commentaires dans le chat la frustration que nous n'avons pas passé suffisamment de temps à discuter la crise climatique. Et ça, je comprends. Et je comprends aussi que c'est un moment très frustrant pour les militants comme nous qui comprennent qu'il n'y a pas de pause dans une crise, surtout la crise climatique. Je crois qu'en ce moment, pendant une pandémie, le mieux à faire pour le Parti vert, c'est de préparer. Parce que c'est sûr que nous allons faire un investissement dans notre économie sans précédent dans les prochains mois et années. Et il faut planifier comment le mieux diriger vers la transition, comment le mieux utiliser pour créer les infrastructures nécessaires pour soutenir cette transition et comment le faire d'une manière que personne n'est laissé à côté. Alors, ça, c'est vraiment le devoir pendant ce moment d'urgence où les gens peut-être ne sont pas autant intéressés dans la crise. Et je vais peut-être diriger les gens pour un bon exemple vers l'Europe où en ce moment, ils ont déjà adopté un plan pour une transition verte.
27 pays étaient capables de le faire. Alors, ça me donne un soulagement et un encouragement que nous pourrions le faire aussi. Merci beaucoup. Et pour conclure ce point, M. Glenn Murray. Vous êtes sur mute encore, excusez. Nous avons besoin de quelque chose maintenant pour avancer les systèmes de prix de carbone, pour réduire les gaz de serre. Nous avons besoin d'un plafonnement législatif sur les émissions de gaz de serre. C'est absolument important. Aussi, nous avons besoin d'un taux de déclin probablement aujourd'hui environ de 8 ou 10% chaque année. Et une des choses qui, je pense que c'est absolument essentiel, c'est un budget d'émissions de gaz de effet de serre. Nous avons besoin d'un budget pour chaque année pour réduire pour minimiser les opportunités pour l'industrie pour créer une situation qui est bien comprise par les industries. Quand je suis le ministre de l'Ontario, j'ai travaillé avec Québec et nous travaillons des programmes conjoints, le marché du carbone et les plans d'action climatique conjoints qui permettaient Québec et l'Ontario ensemble d'obtenir les plus grandes réductions de gaz de effet de serre. Et je pense que les autres défis maintenant, je pense que c'est le système d'énergie maintenant, d'énergie propre, crée un grand changement dans les systèmes. Ce n'est pas un système central de génération nucléaire ou des usines de gaz naturel. C'est un système redistributif. Il y a des projets, il y a des banlieues à Barrie qui, toutes les maisons, généraient toutes les énergies en place. Et l'autre chose qui est très importante, c'est les lois circulaires. La province de l'Ontario avait une loi, la première loi sur une économie circulaire, qui réduit les déchets par 50% par 2030. En conclusion? Ça, c'est la seule loi comme ça. Une demi de la réduction de gaz à effet de serre, c'est changer de matériel. L'autre 50%, c'est la réduction par 50%, c'est le réduit des fossil fuels, des fuels combustibles. Merci. Parfait, merci à tous les candidats. Donc, je vais pour vos réponses très éclairées et éclairantes. Donc, je vais passer la parole à Julie pour modérer les mots de la fin. Et mon Dieu, j'en reviens pas du temps qui a passé tellement vite. On aurait tellement à dire. Vous avez des questions hyper pertinentes. Charles Vincent, Marjorie, Christine, Yvan, j'aurais aimé ça, toutes vous nommer vos questions. On voulait parler du rôle du chef d'agriculture, de revenu minimum garanti, name it. Là, vous allez avoir quelques secondes pour nous convaincre que vous êtes la personne pour qui voter comme prochain chef du Parti vert du Canada. Je vais commencer avec les 3 personnes qui ont eu le moins de temps de parole ce soir. Donc, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de temps au début. Et les derniers, ça veut dire que vous autres, vous allez avoir quelques secondes pour faire votre punch et vraiment nous séduire et nous convaincre. Donc, je commence avec Anita qui a eu le moins de temps de parole ce soir. Donc, je vais lui laisser quelques secondes additionnelles pour nous convaincre de ce qu'elle peut faire au Parti vert. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde et Julie et Chad en particulier. À ce moment, nous avons une grande opportunité de croître comme parti. Et comme pays, nous avons besoin d'une vision de l'avenir inspirante. Et comme parti, nous pouvons le présenter à tous et nous pouvons inviter chaque individu à rejoindre notre mouvement. Avec empathie et crédibilité et une bonne communication, c'est possible.
La politique est souvent un espace difficile, mais avec notre équipe, ça a été plutôt joyeux. Je vous invite à nous rejoindre et à nous aider à construire ce mouvement pour la justice, pour la durabilité et pour un avenir écologiquement sage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amita. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, les quelques 125 personnes qui nous ont suivis, si vous devez quitter, je vous invite surtout à aller voir les plateformes de tous ces candidats-là qui auraient tellement à vous dire, justement. Donc, ça serait la dernière chose à faire pour vous avant qu'on se salue. Mais je vais continuer à passer la parole maintenant à Judy. À vous, Judy. Merci beaucoup. Et Julie et Chad, nous savons ce que nous devons faire. Nous avons besoin de leadership inspirant pour connecter les vers et attirer les électeurs l'esprit vers dans tout le Canada. Nous avons besoin d'une ressemblance pour nous unir à partir de la base. Nous avons besoin de leadership qui sait comment ouvrir les fosses, diriger les jeunes des lignes tiers et travailler avec des personnes qui traversent tout en nous guidant vers cet avenir vers partagé. Je vous invite et vous joindrez et moi dans cette vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judy. Je passe la parole à David. À toi, David. Merci, Julie, et merci à tout le monde qui a aidé à organiser ce débat. J'apprécie énormément. Nous faisons face à un danger mortel. C'est le réchauffement climatique. Les scientifiques sont clairs. Nous avons 4, 5, 6 ans avant que ce soit irréversible. Il faut agir immédiatement. Et pour faire ça, il nous faut un parti vert qui est crédible, qui est progressiste, qui est totalement bilingue. Nous avons besoin d'un leader qui est capable de vendre la salade, de connecter avec le monde sur le terrain, de communiquer nos solutions de façon convaincante, passionnée, dans les 2 langues officielles. Je suis ce leader. Je suis capable de bâtir un mouvement de mouvements ensemble avec vous. Parce que ça ne va pas juste être le leader, ça va être tout le monde, chacun d'entre nous sur le terrain à bâtir l'avenir du Parti vert pour changer la direction du Canada et sauver la planète. C'est ça ce que j'offre. J'espère que vous allez voir davidmurner.com, appuyez sur les boutons Portez-vous bénévole, joignez le parti et si vous voulez donner un peu d'argent aussi, ça ferait mon affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je passe maintenant la parole à Myriam. Bon, je vous invite à joindre notre mouvement pour notre avenir. Mon équipe et moi avons réussi en 2 mois à accomplir ce que peu ont pu faire depuis le début de l'année. 70 bénévoles, dont 40 qui n'avaient aucun lien avec le Parti vert du Canada. On a même réussi à attirer 10 personnes du NPD. Imaginez tout ce qu'on peut faire si je gagne la course à la chefferie. Vous savez, j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil sur nos médias sociaux et notre site Internet et à faire la comparaison avec les autres campagnes. C'est en étant radical, courageux et authentique qu'on va être inspirant, attirer les jeunes et devenir la voix progressiste du Canada. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Vous me donnez tellement d'énergie. C'est incroyable. C'est chaud dans cette salle. Andrew, je vous passe la parole. Oh, merci. Je veux que le parti reste au centre. C'est là que se trouvent la plupart des votes des Canadiens. J'ai l'expérience et les crédibilités nécessaires pour montrer que le Parti vert est différent des libéraux et des autres partis. Je défendrai le Parti vert et je nous aiderai à être toujours plus des députés à Ottawa. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Je passe la parole à Courtney. Est-ce qu'elle est toujours des nôtres? Oui, on vit maintenant un moment d'énorme vulnérabilité et aussi d'opportunité. Les Canadiens sont fatigués, ils sont en deuil
Et il faut que maintenant on soigne la pandémie, ces retombées économiques et la crise climatique. Micro, Courtney, vous avez accroché votre bouton. Ah! Je crois qu'un focus sur la santé et le bien-être est ce que les Canadiens et la partie veulent à ce moment de crise. Je pense que comme urgentologue, comme quelqu'un qui est déjà expert dans les effets de la santé sur la crise climatique, et quelqu'un qui a déjà été un leader national, international d'un mouvement qui est en train de faire comme ça, et les personnes qui peuvent bien unir le parti et unir les Canadiens autour de notions de santé pour maintenant et pour le futur. Merci beaucoup, Courtney. Je passe la parole à Anami. Je vous demande d'être brève, Anami, s'il vous plaît. Oui, merci pour l'opportunité ce soir. Je veux dire, dans mon cas, j'ai parlé sans note. Je voulais rassurer nos francophones que je suis capable de tenir une conversation en français. Et c'est toujours un devoir d'amour pour moi parce que ma mère était vraiment absolument déterminée que ses enfants soient bilingues. Le Parti vert, à mon avis, est le mieux placé pour diriger et gérer la transition vers une économie verte. Mais il faut être capable de le faire, il faut être convaincant. Et ça veut dire qu'il faut être divers, il faut diversifier notre parti, renforcer notre démocratie interne et aussi embrasser notre culture et tradition d'audace. C'est ce que nous faisons dans notre campagne et je vous invite de nous rejoindre si ça vous inspire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anami. Merci d'avoir été brève. Dimitri, à vous la parole. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous avez aussi été un petit peu plus écourté précédemment. C'est pas souvent que je parle moins que les autres, Julie, je vous assure. Tout d'abord, je voudrais remercier Julie et Chad d'avoir si bien géré ce débat. Merci et votre enthousiasme m'inspire. Merci beaucoup. Comme j'ai dit tout au début de ce débat, il est possible de créer une vague verte ici audacieux. Pour moi, le chemin pour prendre le statu quo dans le parti, c'est d'être courageux et d'être créatif. Et c'est pour cela que j'ai mis une plateforme qui nous invite de penser différemment de notre avenir. Je vous invite d'aller sur mon site web équipedimitri.ca. Si vous avez des questions à me poser sur ma plateforme, je réponds à vos questions avec plaisir. Merci pour l'opportunité de vous parler ce soir. Merci beaucoup, Dimitri. Et on termine avec Glenn. Je vous demande d'être bref, Glenn, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Micro. OK. Merci tout le monde. C'est que je travaillais à réimaginer un Canada socialement juste, où les gens et les communautés prospéreront parce que les décisions gouvernementales, celles des entreprises et des communautés sont guidées par des principes écologiques. Nous avons besoin d'une démocratie participative et saine, de respect de la diversité, des décisions fondées sur le développement durable, de la non-violence pour que puisse épanouir la société canadienne qui je souhaite. Tout comme vous, socialement juste et consciente de l'importance du défi écologique auquel nous faisons face. Tout ce principe guidant à la fois ma vie et mon travail, et je suis tout aussi convaincu que vous que ce sont les principes fondamentaux qui mouvement les Verts partout dans le monde entier. C'est pourquoi je me présente à la tête du Parti vert du Canada. Merci tout le monde pour votre participation. À bientôt. Merci beaucoup, Glenn. Merci à tous. Je vous adresse déjà mes mots de remerciement et de bonne fin de soirée. Après, je vais laisser la parole quelques instants à Chad. Merci aux 100 quelques personnes qui nous ont suivis en ligne, qui ont écrit d'excellentes questions. Je suis certaine que nos candidats vont les consulter et vont se préparer. Il y a encore beaucoup de débats à venir, donc vous êtes invités aussi à les entendre sur d'autres plateformes, sur d'autres débats qui vont aussi avoir lieu en anglais. Donc, je sens que le Parti vert est en bonne main.
il y a quelqu'un d'entre vous qui va mener cette belle mission. Puis j'ai vraiment confiance qu'on est sur la bonne voie. Donc, je vous remercie encore tous. Vous avez des choses exceptionnelles à nous offrir. Je vous admire pour toute l'énergie que vous mettez dans votre campagne. Continuez et je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'ai hâte de vous rencontrer tous, peut-être individuellement. Donc, merci encore et je passe la parole à Chad pour les quelques mots de la fin. C'est ça, merci beaucoup Julie. Merci justement à tous les membres qui ont pris le temps d'assister à cette assemblée publique avec les candidats. Merci à tous les candidats pour vos réponses très élaborées et très claires. Ça a été un plaisir de vous entendre sur des enjeux d'actualité très importantes de nos jours. Merci encore au Parti vert du Canada pour la chance justement d'animer cet événement, le premier au Québec, en français entièrement. Donc, j'ai hâte de voir pour la suite des choses. Je vais passer le mot à Vicky pour les événements à venir, mais félicitations à tous et bonne chance dans la course. Merci beaucoup à tous les participants de venir ici et de rester avec nous. Je sais qu'on a dépassé le temps un peu. Merci à tous les merveilleux candidats et vos réponses très inspirantes et réfléchies. Et surtout à Chad et à Julie, vous avez été fantastiques en tant que modérateur. Merci. Je vais juste dire que si vous n'êtes pas encore membre, vous avez jusqu'au 3 septembre pour joindre la partie. Allez au partivert.ca. Pour acheter une adhésion. Et si vous voulez en savoir plus à propos de tous ces candidats, cliquez sur Chefferie 2020 et vous pouvez trouver les liens à leur site web, leurs médias sociaux. Vous pouvez aussi soumettre une nomination. J'ai déjà mis le lien dans le chat. Toutes ces personnes ont besoin d'au moins 20 nominations de 5 des 6 régions du Canada. Alors, si vous avez aimé ce qu'ils ont dit, aidez-les à rester dans la course. Merci encore et bonne soirée à tous.